Bonjour. Comme tu peux le voir, j'ai investi dans du nouveau matériel. Je suis pas encore très habituée, c'est littéralement la première vidéo que je fais avec ce micro. On va voir ce que ça donne. Je m'excuse d'avance si le son est pas top. Je vais essayer de rectifier ça dans les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de partager mes lectures féministes, n'est-ce pas? Il y en a pas énormément, j'en ai fait une petite liste de tous les livres à portée féministe, on va dire, que j'ai pu lire depuis 2-3 ans, je pense. Il y a beaucoup de lumière là. Hop. Est-ce que c'est pas un peu mieux comme ça? J'ai l'impression que c'est un peu mieux. En tout cas, c'est moins chiant pour moi, donc on va dire que c'est mieux. Ok, j'ai pas mis les trucs trop évidents, genre le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, parce que ça y est, c'est bon, on a compris. Et aussi parce que je ne suis pas très fan de Simone de Beauvoir, donc voilà, je préférais privilégier des autrices qui m'ont beaucoup plus plu. Après, il y a quand même quelques évidences, notamment un livre de Mona Chollet, qui est quand même assez connu, qui est plutôt considéré comme une base en termes de lecture féministe, justement. Je vais commencer avec la première lecture que j'ai lue il y a à peu près 2-3 ans. À l'époque, j'en étais pas du tout là où je suis en termes de réflexion sur le féminisme, on va dire. C'est un livre que j'ai lu parce que je l'avais trouvé dans une recommandation, je crois, de Louise Constance à l'époque. C'est Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. C'est un roman, donc c'est tout ce qu'il y a de plus fictionnel. Bien évidemment, c'est réaliste, ça aurait très bien pu arriver, mais en tout cas, c'est pas l'histoire de quelqu'un en particulier. Au niveau des thématiques, ça a parlé d'emprise, de consentement, de trauma, de mémoire. Et ça raconte l'histoire en fait de Vanessa qui, à l'époque où elle était jeune, ou au lycée, voire même encore au collège, je sais plus exactement dans quelle temporalité ça se passe. En tout cas, elle est jeune, elle est à l'école, et elle commence une relation avec l'un de ses professeurs qui la détourne en fait tout simplement. Et c'est pas très jojo, on va dire. C'est pas joyeux, c'est profondément dérangeant, faut s'accrocher, mais le livre est quand même relativement entre guillemets facile à lire dans la mesure où il est écrit simplement. La plume est belle, c'est pas une écriture non plus ultra simpliste comme par exemple La femme de ménage. Mais c'est pas du tout des tournures de phrases qui vont être alambiquées, difficiles à suivre ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. C'est vraiment simple à lire côté écriture, on va dire. C'est simple à lire sur la forme, c'est plus sur le fond qu'il faut parfois s'accrocher. On est un peu le vomi au bord des lèvres. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il interroge la zone grise, entre guillemets, qu'il peut y avoir au niveau du consentement, en fait, la manipulation du point de vue de la jeune fille qui estime pendant toute la durée de cette relation et même les années qui vont suivre, avoir eu le pouvoir sur son professeur avec qui elle a eu donc cette relation, alors qu'en fait depuis tout ce temps il la manipulait en faisant notamment un parallèle littéraire absolument dégoûtant entre la relation qu'il est en train d'avoir avec cette jeune fille et la Lolita de Vladimir Nabokov. Lolita qui est elle-même une jeune fille détournée par un homme adulte, Humbert Humbert, qui va en fait mettre sur les épaules de cette jeune fille le poids de la séduction entre guillemets, alors qu'en fait c'est juste un gros pédopard. Voilà. Deuxième chose intéressante avec ce livre, c'est qu'il y a aussi toute une partie où Vanessa est devenue adulte et où elle se rend compte que elle n'a pas été la seule victime. Je dis victime entre guillemets parce que à ce moment-là, elle ne se considère pas comme telle, mais elle se rend compte que en fait, ce professeur a eu des relations avec d'autres jeunes filles qui sont en train de rassembler des témoignages à charge contre le professeur et qui la contactent elle aussi pour la faire témoigner. Et elle a vraiment des difficultés extrêmes à se considérer comme étant victime de ce professeur parce qu'en fait, ça remettrait en cause toute la vision qu'elle a d'elle-même et toute la vision qu'elle a eue de cette relation. La deuxième lecture, j'ai eu envie de la lire justement après avoir fini Ma sombre Vanessa. C'est donc Le consentement de Vanessa Springora dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo qui parlait de lecture. Tu peux la regarder, il y a une petite playlist dédiée. Le consentement, c'est un récit autobiographique, mais c'est aussi un essai qui a été donc écrit par Vanessa Springora, une des victimes de l'écrivain Gabriel Matzneff. Exactement de la même façon que le roman précédent, c'est très bien écrit et écrit à la fois simplement et efficacement, ce qui fait que tu n'as pas besoin de lutter avec l'écriture pour t'accrocher à l'histoire, mais en même temps, les choses qui sont racontées sont gravissimes. Et bah, à nouveau, vomi, vomi, vomi. Voilà. Donc Vanessa Springora raconte en fait l'emprise qui a été exercée sur elle par Gabriel Matzneff, pour ne pas le nommer, alors qu'elle était mineure. Elle met aussi en avant la complicité des médias et de sa propre mère dans cette relation, alors qu'elle était mineure. Et bien mineure, hein. Il me semble qu'elle avait pas plus de 14 ans, certainement pas plus de 14 ans au moment des faits, voire même peut-être même une
petite douzaine d'années. Donc c'est vraiment gerbé. Et vraiment, ce qui est le plus dérangeant par rapport à ça, c'est certes le comportement ignoble de Gabriel Matzneff, mais aussi, comme je l'ai dit, la complicité des élites, de l'État, de la culture, et la manière en fait dont la littérature a longtemps servi d'alibi, d'excuse à la violence masculine, puisque Gabriel Matzneff était également connu pour avoir écrit et publié en fait ses journaux intimes où il raconte les relations qu'il avait avec des jeunes enfants mineurs. Il était invité sur les plateaux télé, applaudi et encensé comme étant un don Juan, un séducteur. Gabriel Matzneff, je l'ai connu à l'époque, j'étais tombée sur un extrait d'un plateau télé justement où il était invité et où tous les autres journalistes et chroniqueurs français étaient en train de s'agenouiller devant lui et d'être complètement en adoration devant ce mec. Et une journaliste québécoise a à ce moment-là attrapé sa veste pour expliquer qu'en fait elle savait pas du tout où elle était tombée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi personne ne s'élevait contre ce mec pour dire en fait que c'était un gros pédobar, qu'il était dangereux et que peut-être qu'il fallait arrêter de lui donner du gaz. Le prochain ouvrage, c'est encore un roman et cette fois-ci, il s'agit de La cloche de détresse de Sylvia Plath. Mon accent anglais est à chier. Au niveau des thématiques, on va être sur la colère féminine, sur le corps, sur la mort, sur la renaissance, sur l'identité, sur la santé mentale aussi beaucoup, et bien évidemment aussi sur la question de la place des femmes dans la société. J'avais lu un extrait pareil parce que j'avais parlé de ce roman encore dans la dernière vidéo littérature que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, où j'avais lu un extrait que je trouvais en fait très très représentatif de l'image de la condition de la femme que Sylvia Plath dénonçait. Un jour, alors que je rendais visite à Buddy, j'ai trouvé Madame Willard en train de fabriquer un tapis avec des morceaux de laine provenant d'un vieux costume de Monsieur Willard. Elle a passé des semaines sur cet ouvrage. J'admirais les motifs de tweed marron, vert et bleu qu'elle tressait. Mais une fois le tapis achevé, au lieu de l'accrocher au mur comme je pensais qu'elle le ferait, elle l'a jeté par terre pour remplacer le paillasson de la cuisine. En quelques jours, il est devenu souillé, terne, et il était impossible de le distinguer d'un paillasson ordinaire acheté pour moins d'$1 dans n'importe quel supermarché. Et je savais qu'en dépit des roses, des baisers, des dîners au restaurant qu'un homme déverse sur une femme avant de l'épouser, ce qu'il souhaite réellement, une fois la cérémonie achevée, c'est qu'elle s'écrase à ses pieds, comme le tapis de Madame Willard. Il s'agit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un roman, mais cette fois-ci d'un roman semi-autobiographique, puisqu'en fait, à travers le personnage principal, Esther Greenwood, Sylvia Plath décrit l'étouffement qui est vécu par une jeune femme brillante dans une société qui limite énormément les aspirations féminines. C'est un roman avec un message féministe extrêmement avant-gardiste, profondément lucide sur la dépression, sur la santé mentale et sur les injonctions faites aux femmes. On voit une sorte de désenchantement à travers tout ce qui est décrit, tous les faits, toutes les étapes psychologiques par lesquelles Esther Greenwood va passer, et une prise de conscience de la réalité qu'on lui avait vendue un petit peu comme un conte de fées, comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de simple, de facile, alors que ce n'est pas du tout le cas. Principalement pour tout ce qui est mariage et relations entre hommes et femmes. Dans cette liste, j'ai également ajouté Ariel, le recueil de poèmes de la même autrice. C'est exactement la même chose, mais en version poème en fait. Toutes les thématiques qui sont abordées dans La cloche de détresse, donc comme j'ai dit, la féminité, la santé mentale, les normes sociales, l'aliénation, le corps et même la religion, toutes ces thématiques-là sont également abordées dans Ariel. Et cette œuvre-là, au même titre que La cloche de détresse, je les ai trouvées toutes les deux viscérales. Je sais pas quel autre terme poser sur le ressenti que j'ai eu en les lisant, mais c'est ça, c'était viscéral. Inconfortable, mais en fait, on sent que c'est vraiment les tripes de l'autrice qui sont mises à nu dans les pages de ces œuvres-là. On ressent vraiment la révolte et la tristesse d'une femme qui est soumise à une condition dont elle ne veut pas et qu'elle rejette de tout son être. La prochaine œuvre, elle change un petit peu, puisqu'il va s'agir de En tenue d'Ève de Delphine Orviller. En tenue d'Ève, c'est un essai rédigé donc par Delphine Orviller, qui est une femme rabbin et qui va traiter du coup de religion, donc principalement de judaïsme, mais également de christianisme et aussi d'islam, qui va parler de rapport au corps féminin, à la transmission, à la liberté, etc. Et dans cet essai, en fait, l'autrice va revisiter, lister et réétudier en quelque sorte les récits bibliques pour questionner la place des femmes dans la religion, le rapport au corps,
la culpabilité féminine qui est extrêmement pointée du doigt aujourd'hui dans les religions, notamment à travers la question du voile. À nouveau, c'est très accessible à lire, je trouve, en tant que personne qui est plus habituée à lire des romans, donc quand même quelque chose d'assez ludique et d'assez simple à lire. J'ai parfois du mal à me pencher dans des ouvrages qui vont être finalement beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus des choses de réflexion où il y a effectivement une trame, mais il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de développement. Ça peut être parfois compliqué. En l'occurrence, là, pour l'intégralité des livres que je vais proposer, je trouve qu'ils sont quand même hyper accessibles et relativement simples et rapides à lire. Une chose que j'ai appréciée avec ce livre, c'est que vu que l'autrice est non seulement croyante, non seulement pratiquante, mais également rabbin, c'est-à-dire qu'elle fait partie du clergé officiel de sa religion, elle avait une lecture que j'ai trouvée très objective du questionnement voilà, par rapport au corps des femmes, par rapport au voile, à la pudeur, etc. Et c'était pas du tout jugeant pour dire que, par exemple, les religions qui imposent le voile aux femmes sont des horribles religions, etc. C'était beaucoup plus nuancé que ça. On sent un grand respect pour la religion en soi, un grand respect aussi pour les femmes qui choisissent de porter le voile, et en même temps, beaucoup de décomplexation, si je peux dire ça comme ça, envers les femmes qui ne le portent pas, par choix également. Et elle déconstruit voilà cette question de pudeur, du fait qu'il faille absolument se cacher pour être perçue comme une femme de qualité, ce qui est une idée qui est extrêmement ancrée dans la tête des gens, particulièrement des hommes, peu importe la religion, même auprès des hommes qui ne sont pas particulièrement religieux. L'ouvrage suivant, je l'ai dégommé, je l'ai lu vraiment en 3 jours à peu près, alors que c'est quand même un assez gros bouquin. Il s'agit de Sorcière de Mona Chollet, un incontournable de la lecture féministe, on va dire. Je l'ai adoré parce que déjà, j'adore la thématique des sorcières. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. J'ai toujours beaucoup aimé la figure de la sorcière, que ce soit en termes de légende. Je me souviens que quand j'étais enfant, mon père me lisait beaucoup les histoires des sorcières russes, Baba Yaga, etc. Et ça me fascinait beaucoup. J'étais aussi également très très fan de la série Ma sorcière bien-aimée, avec un affect tout particulier pour Endora. Why do you object to my daughter being herself, young man? Je me suis toujours beaucoup identifiée aux sorcières, quelle que soit la version de la sorcière, principalement aux sorcières un peu crochues malveillantes, j'avoue. Donc Sorcière de Mona Chollet, c'est un essai qui va traiter des thématiques comme voilà, les femmes marginalisées, la vieillesse, l'indépendance, la misogynie. Et en fait, voilà, Mona Chollet réhabilite la figure de la sorcière et elle va l'étudier et l'analyser comme le symbole des femmes qui échappent aux normes. En gros, en tant que femme, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va pouvoir être associée aux sorcières. Le fait de ne pas vouloir d'enfants ou de ne pas pouvoir en avoir, le fait de vieillir, tout simplement, le fait d'être un peu trop libre et le fait d'être un peu trop savante. Et en fait, elle va étudier toutes ces raisons pour lesquelles les femmes ont été associées aux sorcières. C'est un essai qui m'a énormément marqué, qui analyse en fait comment la société continue de punir les femmes qui ne se conforment pas. Parce que même si on a arrêté de brûler des gens sur les bûchers, globalement, le bûcher existe toujours, que ce soit à travers les insultes misogynes, la pression sociale, le fait de forcer des femmes à avoir des enfants, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle ait été simple à lire parce que en fait ça m'a vraiment passionnée, c'était super. La prochaine lecture est à nouveau très très simple à lire, déjà parce que la plume est très accessible, très décalée, mais c'est peut-être aussi le sentiment que j'en ai parce que l'autrice est canadienne et qu'elle parle avec son patois entre guillemets canadien, avec des expressions dont j'ai pas l'habitude, ce qui fait que ça a donné une petite note un peu décalée, un peu humoristique, que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit de Les luttes fécondes de Catherine Dorion. C'est un essai à nouveau, cette fois-ci axé bien évidemment donc sur le féminisme, mais également sur les questions de politique et d'écologie en général. Donc les thématiques, ça va être l'engagement politique, l'écologie, le féminisme et une sorte de douceur radicale qu'on peut percevoir dans le titre Lutte féconde. En fait, Catherine Dorion propose une autre manière de faire de la politique qui va être plus sensible, plus incarnée et plus poétique. Elle relie les luttes féministes et les luttes écologiques et humaines et défend l'idée que la vulnérabilité peut être aussi une force révolutionnaire. Pour le coup, c'est un très petit livre, je suis pas sûre qu'il y ait même 100 pages. C'est très simple à lire, c'est divisé par chapitres, ce qui fait qu'en fait tu peux juste te dire bah écoute, là je vais lire un petit chapitre et puis je vais m'arrêter là. Et en fait c'est facile
d'aller de chapitre en chapitre, vu que c'est pas très très long. Le dernier ouvrage que j'ai lu pour le moment, ça va être Surveiller et surveillante, ces femmes au cœur de l'extrême droite. Alors lui, il est resté dans mes réservations à la bibliothèque pendant des mois, tant mieux, ça veut dire qu'il a eu du succès, mais comment j'avais hâte de le lire. J'étais tombée sur une interview dans Blast, avec du coup l'autrice Léane Alestra qui présentait son livre, et en fait, tout ce dont elle a parlé dans cette interview m'avait énormément intriguée, et j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Donc cet essai sociopolitique va traiter de féminité, d'extrême droite bien évidemment, de contrôle social et d'antiféminisme. On va beaucoup parler de figures féminines de l'extrême droite, des femmes politiques d'aujourd'hui et d'hier, hein, comme la compagne de Mussolini par exemple, et également de figures un peu plus médiatiques comme les femmes du collectif Némésis et autres militantes d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Dans cet essai, Léane Alestra va analyser le rôle central que beaucoup de femmes ont joué dans les mouvements d'extrême droite, à la fois victimes et actrices du contrôle des corps et des normes. Et en fait, elle va vraiment retracer une grande partie de l'histoire. Elle s'arrête aussi beaucoup sur l'esclavage et sur la façon dont les femmes blanches ont participé à la marginalisation des personnes racisées et principalement des femmes racisées. Parce que c'est vrai que pour la partie, tout ce qui est traiter des femmes figures médiatiques d'extrême droite sur internet, j'en connais quelque chose, mais c'est vrai que pour toute la partie sur l'esclavage et sur la colonisation, j'ai appris beaucoup plus de choses. Il y avait également toute une partie sur la transidentité et sur les femmes trans que j'ai trouvé à nouveau très intéressante, et j'étais vraiment contente d'en lire plus sur ces sujets-là parce que j'ai tendance à beaucoup me renseigner pour tout ce qui va être sur le féminisme et parfois malheureusement sur le féminisme un peu trop femmes blanches, centré sur les femmes blanches, alors qu'on ne peut pas envisager de féminisme sans en fait les autres femmes qui existent sur Terre, que ce soit les femmes voilées, les femmes noires, les femmes racisées en général, les femmes issues de classes populaires, ainsi que les femmes trans. C'était donc un essai qui m'a beaucoup éclairé sur la manière dont l'antiféminisme se renouvelle en utilisant des figures féminines, ce qui peut être hyper antithétique parce que, on va pas se mentir, l'extrême droite se bat activement contre les droits des femmes, donc voir des femmes rentrer dans les rangs de ces personnes-là, c'est un peu vertigineux et on peut pas forcément comprendre pourquoi. La lecture de ce livre-là m'a ouvert les yeux sur pas mal de thématiques et c'était vraiment très intéressant. Il est assez épais, vu que je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'avais vraiment envie de garder une trace de tous les passages clés, toutes les citations qui m'ont donné des clés de compréhension pour mieux comprendre le phénomène. Et du coup, j'ai tout noté dans mon petit carnet. J'ai notamment noté les femmes fascistes, au lieu de redresser la tête et de confronter ceux qui les maintiennent sous leur joug, elles gardent la tête baissée, le regard rivé vers celles et ceux qu'elles peuvent encore piétiner. À propos de la différence entre la maternité des femmes blanches et la maternité des femmes racisées, une politique à deux vitesses, encourager la natalité ici et la brider ailleurs. Cette discrimination montre que la question n'est pas seulement de savoir si l'on peut devenir parent, mais qui est encouragé à le faire, pour quels intérêts et au bénéfice de quelle vision de la nation. J'ai également mis mon marque-page à la fin du livre, parce que j'ai pas encore eu le temps de noter ces citations-là. Pour lutter contre la culture de la vigilance, il nous faut en finir avec l'idée d'une féminité cantonnée au rôle de victime. Ce statut, bien qu'il puisse être utile pour mettre en lumière des réalités comme les violences conjugales, se mue en piège réactionnaire lorsqu'il devient la définition première de ce que c'est qu'être une femme. La victimisation transforme la souffrance en une caractéristique identitaire immuable, inscrite dans la nature même de l'individu. Ce faisant, elle réduit une situation d'oppression à une essence inaltérable, assignant l'individu à l'incapacité permanente. Ce qui semble être une revendication de reconnaissance de la souffrance devient ainsi une forme de repli autocentré où l'individu est défini par son impuissance, plutôt que par ses capacités à agir sur son environnement. Les femmes, ainsi réduites à leur douleur, sont privées de la possibilité de se défendre, car elles sont d'abord perçues comme des objets à protéger, plutôt que comme des actrices de leur propre émancipation. Puissant. Donc ça, c'est pour toutes les petites lectures féministes que j'ai déjà lues. Et j'ai ajouté 4 livres sur ma pile à lire. Donc c'est des ouvrages que je n'ai pas encore lus, bien évidemment, mais que j'aimerais bien lire incessamment sous peu. En premier, j'ai noté Beauté fatale de Mona Chollet. Ensuite, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léane Alestra, dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé dans la bibliographie de celui-ci 2 autres livres que j'aimerais bien lire, qui sont donc Femmes, race et classe de Angela Davis et Desperate Housewives, un plaisir coupable de Virginie Marucci. J'adore Desperate Housewives. Ce sera tout pour aujourd'hui et j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu t'inspirer, te donner des idées de livres à lire si
Il y en avait certains que tu connaissais peut-être pas ou que tu avais pas encore lu. Moi, j'ai kiffé faire ça et en fait, je devais retourner lire un petit Agatha Christie là parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un truc un peu léger. Enfin léger, c'est des histoires de meurtre, mais bon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je t'invite à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont tous affichés en description sur ma chaîne YouTube, etc. Et en attendant, je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi.